Euh, Merci d'être présent donc, pour ce dernier webinaire de l'année. C'est un webinaire qui, à l'origine, devait avoir lieu avant la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, afin de lancer une dynamique nationale. Néanmoins, au vu de la situation sanitaire et pour des raisons de timing, il nous a semblé nécessaire de décaler ce webinaire à un moment plus opportun. Cette année, nous avons parlé d'intégration, nous avons parlé de maintien en emploi, du rôle des référents handicap, mais aussi de la gestion des inaptitudes. Nous avons souhaité clôturer cette année 2020 avec un webinaire sur le sujet de la sensibilisation, qui reste un outil majeur dans l'anticipation des risques notamment. En effet, une action de sensibilisation s'inscrit dans le déploiement d'une politique handicap. Elle permet d'ouvrir le dialogue, de faire tomber les préjugés, de désamorcer des situations, mais aussi de dédramatiser le mot handicap, qui est lourd. C'est un mot qui est trop souvent entouré de crainte et de peur, et la sensibilisation permet de redonner, de dédramatiser en tout cas ce mot. Nous l'entendons régulièrement, le handicap au travail n'est pas toujours un sujet prioritaire, par manque de temps, par manque de moyens humains ou financiers. Parfois, cela ne semble pas être le bon moment non plus. Selon nous, il n'y a ni bon ni mauvais moment, ni de format idéal. Le champ des possibles est vaste et divers. Il est possible de sensibiliser de manière complètement différente selon le public, le message que l'on veut passer, les moyens mis à disposition. Durant les prochaines 45 minutes, 3 établissements que je remercie et que nous remercions pour leur présence vont nous parler de leurs pratiques, leurs bonnes pratiques. Malgré les intempéries de 2020, ces établissements ont réussi à maintenir un cap sur le sujet du handicap au travail. Il sera prévu pendant ce webinaire, entre chaque témoignage, un temps de questions-réponses. Nous allons essayer d'y répondre. 45 minutes, ça passe très vite, donc nous ne pourrons pas forcément répondre à toutes les questions, mais nous tenterons en tout cas d'en évoquer certaines. Dans un premier temps, nous accueillerons l'ADAPI Noël, une association de 55 établissements situés dans le département des Côtes-d'Armor. L'association a notamment été accompagnée par OETH dans le déploiement de son réseau de correspondants handicap. Je laisse donc la parole à Christelle Herbeau, que je remercie encore d'être présente aujourd'hui et qui est chargée de mission RH et référente handicap au sein de l'ADAPI Noël. Christelle, je vous laisse la parole. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, tout à fait. Parfait. Donc effectivement, on est une association d'à peu près 1300 salariés, une cinquantaine d'établissements, donc une assez grosse association. Et en fait, en termes de politique handicap, on n'a pas une politique handicap spécifique au sein de notre association. En fait, depuis les années 2010 à peu près, l'association a commencé à travailler sur une politique de prévention des RPS qui petit à petit s'est développée en politique de santé, qualité de vie au travail. Et en fait, la démarche de prévention du handicap, de prévention d'inaptitude est intégrée à cette politique plus générale de santé, qualité de vie au travail. Et en fait, cette politique, elle est portée par notre direction générale. Et ensuite, on a un étayage opérationnel avec une structuration par un comité santé, qualité de vie au travail et un réseau pour les actions, pour porter les actions au plus proche du terrain, en fait. Donc, Christelle, je me permets juste de vous interrompre une seconde. Est-ce qu'il est possible de mettre en route votre micro sur Ava? Je l'ai fait. Alors, attendez, j'y retourne. Le micro est activé. Bon, on va continuer comme ça. C'est qu'il y a une problématique technique. On ne va pas perdre de temps, en tout cas. Merci. Je suis désolée, Christelle, de vous avoir interrompu. Pas de souci, pas de souci. J'espère que vous m'entendez quand même correctement. On vous entend bien. Donc, je disais en fait qu'on a un étayage de notre politique, donc via un comité santé qualité de vie au travail, qui est un comité paritaire en fait, qui va décider des actions à mener en termes de santé QVT et également de prévention de l'inaptitude. C'est aussi un comité auprès duquel on va effectivement faire état de toutes les actions qu'on a pu mener avec l'OETH. Donc tous les dossiers qui sont portés par l'OETH, on en fait état effectivement, on fait témoigner également des personnes sur les moyens qu'on a pu mettre en œuvre pour permettre le maintien dans l'emploi. Et ensuite, on a un réseau santé qualité de vie au travail, c'est à peu près 70 personnes
L'objectif étant que les actions qui sont décidées par le comité soient portées sur le terrain dans la 50aine d'établissements que nous avons. Donc ça, c'est à peu près pour l'étayage. Ensuite, en 2019, on a eu l'occasion de renégocier notre accord sur le dialogue social et de mettre en place des représentants de proximité. Et on a décidé de donner à ces représentants de proximité une mission spécifique de veille de la santé et de prévention de l'inaptitude. Donc du coup, avec l'aide de l'OETH, on les a sensibilisés au handicap. On a à peu près 40 représentants de proximité qui ont été formés à la sensibilisation au handicap. Et on leur a également donné des heures de délégation dans le cadre de leur mandat de représentant de proximité, heures de délégation qu'ils peuvent utiliser justement pour être à disposition de leurs collègues afin de pouvoir nous faire remonter les problématiques de santé et de risque de prévention de l'inaptitude. On a également essayé de les outiller. En plus de la formation, on leur a donné un petit kit avec un certain nombre de documentations pour pouvoir les remettre aux salariés et avoir matière pour pouvoir échanger avec les salariés. Alors, c'est entre autres les petites plaquettes, les petits flyers que fait l'OETH, mais également les flyers que l'on fait concernant nos propres accords qui ont un lien avec la santé et la qualité de vie au travail, et puis également de la documentation d'autres prestataires tels que notre organisme de prévoyance ou la CNPTP également. L'idée, c'était effectivement de les outiller. Et pour faire connaître ce réseau à l'ensemble des salariés, on a créé une affiche et on a fait de l'information via une communication qu'on a, une lettre santé-qualité de vie qui paraît 2 fois par an à peu près, pour informer les salariés de ce qu'on mettait en place, le comité, qui siège, ce qu'il y fait, le réseau qu'il compose, à peu près 70 personnes, quelles sont ses actions et quelles sont les personnes qu'ils peuvent aller solliciter qui sont sur le périmètre de leurs établissements, en fait, puisqu'on a donné à chaque représentant de proximité un périmètre d'action, en fait. Donc ça, c'est au niveau de l'étayage. Après, on a essayé de mettre en œuvre des actions au niveau de la DRH, donc des actions à destination de la médecine du travail. On s'est dit qu'il était important de solliciter les médecins du travail, de leur expliquer qu'on essayait de travailler sur une démarche de prévention de l'inaptitude. Alors là, on a rencontré quelques difficultés parce que ce n'est pas toujours évident de rentrer en contact avec les médecins du travail, sachant qu'au vu de la taille de notre association qui est départementale, on n'a pas un médecin du travail, on en a 5 qui interviennent. Donc du coup, pour le moment, on a réussi uniquement à en solliciter et à pouvoir échanger avec 2 d'entre eux. Donc c'est quelque chose qui doit continuer effectivement, une action qui doit se poursuivre. On a mis un petit peu en stand-by du fait de la crise sanitaire, qui fait qu'on était un petit peu occupé sur d'autres champs malheureusement, mais c'est quelque chose qu'on prévoit de continuer comme démarche. Il y a une autre action qu'on a essayé de mettre en place, et là pour le coup, il faut être honnête, ça n'a pas du tout fonctionné. On avait décidé de mettre en place des courriers à destination des salariés en arrêt de plus d'1 mois ou de plus de 3 mois afin de garder le contact et de les informer qu'ils pouvaient contacter le référent handicap de l'association en amont de sa reprise si jamais il y avait une nécessité notamment de prévoir un aménagement de poste ou s'il y avait un risque d'inaptitude plus ou moins à long terme. Et là, on s'est rendu compte que c'était assez complexe à mettre en œuvre parce que ça demandait effectivement un suivi très important, assez chronophage. Et on l'a fait quelques fois, on s'est rendu compte qu'on n'avait aucun retour. Donc, pour le moment, c'est une action qu'on a décidé de mettre de côté. Et enfin, une des dernières actions qu'on avait mis en œuvre, plutôt un outillage également, c'était une fiche de remontée d'informations entre notre réseau et moi-même au siège afin qu'ils puissent nous faire remonter les situations problématiques que certains salariés seraient à même de venir leur confier. Et en fait, on s'est rendu compte que ces fiches ne servaient pas. En règle générale, c'est directement les directeurs qui nous informent des situations problématiques. Donc, soit on peut en conclure que la parole est suffisamment libre pour que les salariés
aillent directement échanger avec leur directeur d'une problématique de santé impactant leur poste de travail. Soit nos représentants de proximité ne se sont peut-être pas non plus tout à fait saisis de cet outil. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a aussi un travail à faire au niveau des représentants de proximité encore, puisque là, ça fait qu'1 an qu'on a lancé cette dynamique-là. Donc voilà à peu près pour les différents outils, les différentes actions qu'on a essayé de mettre en place au fil du temps. Après, la principale difficulté qu'on rencontre, elle est aussi liée à la situation de la crise sanitaire, qui est qu'on a un réseau de 70 personnes et que pour le réunir aujourd'hui, dans les conditions qui nous sont imposées, de respect de distanciation, c'est extrêmement complexe. Donc, c'est vrai que l'année 2020, on n'a pas pu le réunir, alors que pour autant, on a des actions sur 2021 qui sont prévues, qu'on souhaiterait que notre réseau porte. Et donc là, effectivement, on rencontre une difficulté d'organisation, en fait. Et là, effectivement, on s'interroge sur la façon dont il va falloir procéder pour essayer de remédier à ça. Donc, l'idée, c'est éventuellement peut-être d'envisager des réunions qui se feraient plutôt par territoire, de façon à démultiplier les réunions, certes, mais avec moins de participants, ce qui pourrait permettre du coup ces réunions en présentiel. Et puis, il y a une autre piste aussi qu'on souhaiterait développer, c'est qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. On a sensibilisé nos représentants de proximité au handicap. Par contre, à contrario, on ne l'a pas encore fait pour nos directeurs d'établissement. Et de façon à les motiver, à les rendre plus actifs, plus moteurs, on pense que c'est une action qui pourrait effectivement être pertinente de mettre en place dans l'année qui vient. Donc voilà à peu près pour la politique santé qualité de vie et ce champ effectivement de prévention d'inaptitude, de sensibilisation au handicap qu'on a pu développer au sein de notre association, surtout à partir de l'année précédente en fait. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques. Merci beaucoup, Christelle. Effectivement, nous prévoyons donc un temps de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à poser sur les différentes actions, les nombreuses actions en tout cas qui sont mises en place avec des bonnes et des moins bonnes expériences, comme vous avez pu Tout à fait. le souligner. Et c'est important. Je trouve que c'est vraiment important de souligner les choses qui n'ont pas fonctionné parce que c'est comme ça qu'on explique pourquoi utiliser ce mode de communication ou non. C'était peut-être pas le bon moment, mais c'était peut-être pas le bon format en fait pour votre structure. Il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte et moi c'est ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans les échanges qu'on a eus jusqu'à cette mise en place de webinaire, c'est de voir que vous avez testé plein de choses différentes et qu'il y en a qui ont bien prises et d'autres moins. Et la clé, une des clés en tout cas que moi je peux voir en fait dans votre témoignage, c'est déjà la sensibilisation de tous les acteurs, que ce soit de la direction à la personne très opérationnelle dans la structure. Et ça, vous l'avez redit à la fin de votre témoignage, que c'est important de sensibiliser vos représentants de proximité, mais que ça ne suffit pas et que continuer à sensibiliser le reste des équipes, les directions, ça a vraiment du sens. Je vois qu'il y a justement une question de Laurence Mousseau. Au bout de combien de mois avez-vous décidé de l'échec des courriers? Alors, j'essaye de me rappeler, on a dû faire ça sur plusieurs mois et en fait, l'idée c'était que tous les mois, je me saisisse des absences au sein du SIRH et que je contacte chaque établissement pour leur dire, voilà, il faudrait envoyer tel courrier pour tel salarié. Et donc, on a fait ça sur quelques mois, peut-être 3-4 mois. Et en fait, une des difficultés qui est apparue, c'est qu'on n'avait pas toujours connaissance, en se servant uniquement du SIRH, du motif de l'absence. Or, envoyer un courrier de ce type à quelqu'un qui est en arrêt parce que préalable à un congé mater, par exemple, c'était pas forcément pertinent. Or, ne pas avoir effectivement les motifs était problématique. Ça nécessitait du coup un échange supplémentaire avec les directions d'établissement quand on leur disait tiens, moi il me semblerait que telle personne pourrait être ciblée. Et on se rendait compte des fois que non, c'était pas la situation n'était pas effectivement une situation qui
rendait pertinent l'envoi de ce courrier. Donc, on a dû faire ça sur 4 mois à peu près. Ouais, 4-5 mois maximum, je pense. Mais effectivement, ça générait aussi une charge de travail qui était assez chronophage que je portais. Et en l'occurrence, je ne suis pas uniquement référente handicap au sein de l'association. Ce n'est pas ma seule mission. Et puis Bien surtout, sûr. sur les 5 mois sur lesquels on a pu faire ça, on n'a pas eu de retour. J'ai dû avoir un appel d'une salariée qui, du coup, s'est inquiétée qu'on lui envoie un courrier. Donc, elle ne l'a pas mal pris, mais effectivement, ça l'a interpellée et elle se demandait s'il fallait qu'elle fasse quelque chose ou pas. Et donc, voilà, du coup, on s'est dit que pour le moment, on mettrait ça de côté, à voir après si on le réitère d'une autre façon. Mais effectivement, il ne faut pas que le portage soit totalement centralisé, ça complique les choses. Oui, oui, bien sûr. Ce que vous soulevez est important. Ça, on le dit pas, on le dit souvent, mais on le dit, je pense, pas assez. C'est pas votre unique mission. Et c'est souvent ce que Non, les craintes, en non, non, fait. du tout. Mais oui, et c'est normal. Des référents handicap à temps plein sur le territoire, on les compte sur les doigts d'une main. Et c'est important aussi parce que ça met très rapidement la pression aussi à un établissement de se dire mais moi je peux pas aller sur les sujets de la sensibilisation et du handicap au travail parce que j'ai personne qui va pouvoir le mener à temps plein. Donc après, là, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, ça me paraît important de le dire, c'est le référent handicap ne l'est pas forcément à temps plein. Et justement, il fait ce qu'il peut avec le temps qui lui est mis à disposition et les outils qu'il peut mettre en place. Donc, merci de le dire, c'est pas parce que vous êtes une grosse association que vous êtes à temps plein. Donc, c'est Non, important du tout, de le du tout. dire. Et- Par contre, c'est pour ça que ça nous a semblé important de donner à nos représentants de proximité, lorsqu'on leur a attribué cette mission de veille de la santé et de prévention de l'inaptitude, des heures de délégation, pour qu'ils aient effectivement un temps qui soit reconnu pour pouvoir travailler sur cette mission. Très bien. Je suis en train de regarder s'il y a d'autres questions. Alors, qui reste sur la thématique, pas spécifiquement. Je vois que l'heure tourne. En tout cas, Christelle, merci beaucoup pour ce témoignage. Nous restons bien entendu à disposition post-webinaire s'il y a d'autres questions, en tout cas l'équipe OETH. On va passer à un second témoignage. Donc pour ce second témoignage, nous avons le plaisir d'écouter la Ligue Havraise, donc qui est une association de 20 établissements situés en Seine-Maritime, donc en Normandie, pour vous positionner. C'est une association qui a été notamment accompagnée par OETH dans le cadre du déploiement de différentes actions de sensibilisation. Je vais donc laisser la parole à Maria Monteil, qui est directrice des ressources humaines, et Karine Maes, qui est coordinatrice prévention. Merci à vous. N'oubliez pas de rallumer vos Pas de deux souci, micros. ça vient d'être allumé. Super, Bonjour à merci. tous. Bonjour à tous. Donc, effectivement, une association spécifique pour les personnes handicapées. Donc, on a 600 salariés, 25 établissements et services. Et on reçoit en fait 2000 personnes handicapées, ou en tout cas, on accompagne 2000 personnes handicapées. Mais justement, on part aussi du principe que du coup, c'est plus compliqué chez nous, on va dire, par rapport à nos salariés, parce que eux ont la vision du handicap sur nos usagers et que généralement, ils acceptent difficilement de reconnaître un handicap chez eux en disant mais moi je suis moins touchée que les usagers que j'accompagne, on va dire. Donc c'est déjà une base un peu particulière sur notre population de salariés. Voilà, c'est ça. Bien, pour eux, voilà, tout va bien, ils sont pas à ce point-là, mais c'est voilà, ils ont un peu de mal là-dessus. Après, dès 2015, en fait, notre projet associatif a mis, donc ça s'appelait Horizon 2020, donc on y est arrivé, mais voilà, il mettait vraiment en ligne de mire la QV, enfin pas la QVT, mais la QV, parce que c'était la qualité de vie pour les salariés et pour les usagers. Et dans cette qualité de vie pour les salariés, il y a eu la mise en place notamment de référents santé. En fait, là, on a mis en place des référents santé, donc c'était des salariés volontaires de la Ligue Havraise qui étaient formés sur les dispositifs d'accompagnement et que nos salariés pouvaient du coup appeler, avec qui ils pouvaient communiquer pour les aider notamment en cas de problématique de santé, pour aider au maintien dans l'emploi, pour les aider à remplir des dossiers, par exemple pour une RQTH, pour les informer sur les dispositifs disponibles, pour faire le lien avec les interlocuteurs adaptés ou pour maintenir le lien avec le salarié quand il était en arrêt maladie. Donc en fait, ces référents santé, il y avait 3 personnes qui étaient visées.
on en faisait justement une publicité, entre guillemets. Donc, on informait les salariés qu'ils existaient. Mais il y avait également, en fait, la mise en place d'un courrier. Donc, ça a rebondi un peu sur l'autre façon de faire à la DAPI. C'est qu'on envoyait un courrier, effectivement, aux personnes qui avaient plus de 30 jours d'arrêt, en expliquant qu'ils pouvaient effectivement contacter le référent santé. Alors, c'était un peu particulier parce que le courrier était signé de la part du CHSCT, devenu C2SCT à l'époque, mais envoyé par nous. Donc, en fait, c'était le CHSCT qui signait, mais c'était quand même le siège qui envoyait le courrier. Et on a eu à peu près, du coup, on a fait un bilan en 2017, 31 personnes qui ont contacté les référents santé, qui ont été suivis par ces référents santé. À côté des référents santé, pour gérer les dossiers un peu problématiques, il y avait un comité de santé, un COPIL. Et là, en fait, il y avait tous les membres du CHSCT, une personne représentante de la médecine du travail, la DRH de l'époque et la coordinatrice prévention. Ce qu'on s'est un peu aperçu, c'est que ce comité-là, il y avait beaucoup de monde. Donc, il y avait tous les membres de la CHSCT qui venaient. Il y avait tous les référents santé qui étaient là aussi. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de prise de décision. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, à la fin, de dire, bon, voilà, plan d'action, on fait ça, ça, ça. Il y avait des choses qui étaient faites, mais ce n'était pas assez organisé et c'était plutôt des grandes réunions de discussion, on va dire. Donc après, sur nos 3 référents santé, il y en a 2 qui ont démissionné de leur fonction de référent santé, dont une personne qui elle-même avait des problématiques de santé et une autre qui était membre du CHSCT. Et donc, du coup, ça faisait doublon, donc c'était un peu particulier. Puis, donc ça s'est un peu arrêté, cette démarche-là, parce qu'il y a eu pendant un an une succession. Ça fait un flop. Et puis, il y a eu une succession de DRH aussi qui se sont, à la Ligue Evresse, qui se sont succédés. Donc, du coup, ça a été un peu mis en attente. Donc, il y avait une référente santé qui existait encore. Donc, quand elle était connue, elle suivait encore quelques personnes. Et puis, on avait de moins en moins de liens aussi avec la médecine du travail qui prononçait de moins en moins d'inaptitude parce que, comme il y avait des DRH qui bougeaient tout le temps, le médecin du travail ne voulait plus parler à personne, on va dire. En gros, c'était un peu ça. Donc, moi, je suis arrivée en 2019 avec ma coordinatrice prévention qui était là avant. On a pu reprendre ce dossier-là. Donc, on a remis en place cette procédure, mais plus efficace dans le sens où là où c'est la direction des ressources humaines qui écrit aux salariés. On écrit aux salariés qui ont plus de 30 jours. Donc, effectivement, on fait, nous, au siège, on va regarder en paye, en fait, toutes les personnes qui ont plus de 30 jours d'arrêt maladie. On est aussi, là, on essaie de lancer aussi une formation pour nos managers pour prendre des nouvelles de leurs salariés pendant les arrêts maladie pour éviter le décrochage pendant ces périodes un peu compliquées. Parce qu'aujourd'hui, ils n'osent pas les appeler parce qu'on dit qu'il ne faut pas appeler quelqu'un en maladie, mais de l'autre côté, ils ne prennent pas de nouvelles et le salarié il a aussi l'impression que quand il va revenir, on ne sait pas trop ce qui va l'attendre, on va dire. Et puis, donc, on a repris, en fait, on a recherché des nouveaux référents santé, sachant qu'au sein de la Ligue Evraise, on a les services de Cap Emploi, en fait, qui font partie pour l'instant de la Ligue Evraise. Et donc, du coup, on a trouvé 3 personnes, donc une ancienne référente santé qui est restée référente santé et 2 autres qui travaillent directement au Cap Emploi, donc qui ont encore plus de connaissances sur les dispositifs d'accompagnement et qui donc là sont capables de répondre à toutes les questions de nos salariés. Donc on a refait le courrier, mais le courrier on l'a fait un peu différemment aujourd'hui puisqu'en fait on a fait un flyers d'information pour un maillage complet, c'est-à-dire que dedans on dit aux personnes, qu'elles soient en arrêt maladie pour quelle que soit la raison, qu'on a des dispositifs d'accompagnement internes et externes à la Ligue Evraise et qu'ils peuvent appeler le référent santé pour leurs problématiques de maintien dans l'emploi, les problématiques éventuellement de dossiers pour le ETH, etc. Mais ils peuvent également appeler le service ressources humaines pour leurs questions sur leurs IJ, sur comment je vais faire pour calculer ça, leur perte de salaire, etc. Ils peuvent appeler Centra Plus, donc c'est notre médecine du travail, pour faire une visite de pré-reprise s'ils le souhaitent. Et on a aussi pris un contrat avec 4S Prévention. C'est en fait un service d'assistante sociale que nous payons pour nos salariés. Donc, ils peuvent aussi prendre contact avec eux pour les démarches administratives, pour des questions personnelles. Et puis, ils ont aussi Action Logement s'ils ont des problématiques sur l'immobilier. Donc, en fait, on a fait un flyer de tous les dispositifs d'accompagnement qui sont disponibles en tant que salariés et on leur envoie ça. Donc, on le distribue aussi dans les établissements, mais ça, on va l'envoyer aussi dans le courrier dès qu'on a plus de 30 jours pour vraiment qu'ils puissent prendre contact. Donc aujourd'hui, c'est notre remise en place de cette procédure-là qui est qu'au début, sachant qu'on essaye aussi maintenant d'aller aussi plus en amont.
Donc, vraiment, d'essayer de voir avant, de prendre les choses en main plus tôt, avant la désinsertion professionnelle. Donc, on a aussi une politique de mobilité pour que les gens puissent aller en stage d'immersion dans d'autres établissements pour voir avant d'arriver à la fin de leur métier, de voir s'ils ne peuvent pas aller faire un autre métier chez nous. Ils peuvent aussi aller en CDD sur d'autres établissements tout en gardant leur poste en CDI sur leur établissement. Donc, il y a des choses où on essaye d'accompagner une éventuelle mobilité avant qu'on arrive trop tard sur quelque chose d'une usure professionnelle ou de quelqu'un qui ait des restrictions tellement fortes au poste que ça ne va plus, quoi. Et aujourd'hui, on essaye aussi d'avoir une meilleure relation avec nos médecins du travail qui n'est pas toujours très coopératif, mais on arrive déjà à avoir des inaptitudes, à avoir des adaptations de poste, etc. un peu plus facilement parce que du coup, il n'y a qu'un interlocuteur unique, donc ça aide pour discuter avec le médecin du travail, pas forcément toujours pour nous, mais on va dire, voilà, c'est déjà ça. Voilà. Ça me semble déjà très, très complet. Merci en tout cas pour ce témoignage riche et complet avec comme toute structure, avec des réussites et des choses testées qui fonctionnent moins bien. Moi, ce que je retiens, c'est sur cet échange, sur ce témoignage, c'est vraiment l'importance de constituer une équipe qui accompagnera les salariés, donc d'avoir des actions ciblées, mais aussi des interlocuteurs ciblés, de sensibiliser, ça on y revient toujours, de sensibiliser tous les acteurs de la structure. Chose importante d'associer les représentants du personnel, que le dialogue soit bon ou moins bon, c'est vraiment une clé aussi de la réussite. Et faire le lien aussi avec les partenaires. Vous avez parlé de votre service de santé au travail. C'est en effet un acteur majeur et clé dans l'accompagnement de vos salariés. Et vraiment, ça, je le dirai jamais assez. Vous l'avez dit, anticiper, accompagner avant la rupture, c'est vraiment, vraiment très important. Donc, merci pour ce témoignage. Je vois qu'il y a eu une question justement par rapport au courrier que vous avez envoyé à vos salariés. La question, c'est est-ce qu'au lieu d'un courrier, un email ou un autre moyen dématérialisé aurait pu être mis en place? Oui, après, là, c'est parce qu'on envoie le flyer avec, mais ça peut être par mail aussi. Alors, le problème, c'est que selon la population qu'on a chez nous aussi, on va dire qu'il y a 80% de la population qui n'est pas forcément… Enfin, ils ont tous une adresse mail Ligavraise, mais quand ils sont en maladie, ils ne vont pas forcément pouvoir la regarder, même s'ils peuvent aller sur Internet, mais ils ne sont pas forcément très ordinateurs, on va dire. Donc, on passe par le courrier pour être sûr de toucher tout le monde, même si on peut de notre côté envoyer un mail, etc. Et puis, cette partie-là, vraiment, qu'on veut essayer de mettre au manager, de pouvoir aussi prendre des nouvelles. Et s'il n'y a pas de nouvelles prises par le manager, c'est coordinatrice prévention qui va prendre le relais si, par exemple, il y a une situation où on considère que c'est un peu problématique ou qu'on peut dire aussi, mon manager va m'appeler, ça va être plus stressant qu'autre chose parce qu'il va me demander quand est-ce que je reviens, etc. Le fait que ce soit la coordinatrice prévention qui appelle, voilà, mail, téléphone, sans encore une fois… voilà, la personne est en arrêt, on ne va pas aller l'embêter plus que ça. C'est juste prendre des nouvelles, dire voilà, quand vous viendrez, on vous attend si c'est le cas, et puis de savoir comment ça va de son côté, quoi. Donc aujourd'hui, c'est le maillage qu'on essaye de faire, en tout cas. Effectivement, d'impliquer les directions dans toutes ces procédures et ce parcours qui peut éviter la désinsertion professionnelle, notamment aussi, ça on n'en a pas parlé, mais dans l'entretien de retour. Donc, non seulement il est important de prendre des nouvelles, alors sans dire qu'on téléphone pour savoir exactement quand la personne revient, si son dossier X ou Y est resté en suspens, est-ce qu'elle peut donner quand même des informations, c'est vraiment pas l'objet. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de travail aussi sur la représentation de l'employeur qui prend des nouvelles d'une personne en arrêt. Et conjointement, parallèlement à ça, c'est travailler aussi le retour. Ça me revient, ou il saute pas dessus par rapport à ses dossiers ou son travail en retard ou voilà, les difficultés qu'ont eu ses collègues parce qu'on a pu ou pas remplacer. C'est pas l'objet non plus. C'est de savoir comment elle va, est-ce qu'elle a besoin de moyens adaptés pour pouvoir reprendre son poste. Enfin voilà, et ça faut le travailler. Si on n'emmène pas les directions avec nous, on fera encore un flop. Et voilà. Et puis, on veut éviter, en fait, moi, quand je suis arrivée, c'est des cas comme ça. Ça fait 3 ans qu'ils sont en arrêt et ils nous appellent. Voilà, la Sécu m'a dit que c'était fini demain.
Et en fait, rien n'a été préparé pour le retour. La personne n'est pas forcément prête à revenir. En plus, comme ça fait 3 ans, psychologiquement, elle ne peut pas revenir. Et là, on est bloqué. Alors que si on avait déjà anticipé, vu qu'il y avait peut-être des problématiques, des maintiens dans l'emploi, peut-être qu'il y avait quelque chose à faire au niveau de la formation, etc. Enfin, si on avait eu une relation avec la personne au cours de ces 3 années, ben, on ne se retrouverait pas au pied du mur à dire elle ne peut pas revenir parce qu'elle est inapte. Et de l'autre côté, elle n'a plus droit aux IJ, donc on ne sait pas comment. Et un médecin du travail qui va nous dire inaptitude, mais reclassement possible, ou alors il ne faut pas qu'elle fasse ça, 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 et ne pas s'occuper de personnes non autonomes. Dans notre métier, c'est un peu difficile, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, nous, on veut éviter ces situations-là qui sont bonnes ni pour l'un ni pour l'autre aujourd'hui. Et puis, on a le projet, parce qu'on ne s'arrête pas là, on a les projets, c'est que à l'avenir, on puisse intégrer cette idée-là que le parcours professionnel peut varier, parce qu'on a des métiers quand même difficiles. Hein, un métier d'AMP, on sait bien que c'est difficile physiquement, même psychologiquement, mais déjà physiquement. On a beau être outillé, on a beau avoir des rails, du matériel pour la manutention, ce sont des métiers quand même très difficiles. Et ce qu'on souhaiterait à mon projet à l'avenir, c'est de pouvoir intégrer dans le recrutement cette notion, cette idée qu'on va accompagner les salariés tout au long de leur parcours professionnel et anticiper assez tôt ce changement éventuellement avant que leur corps lâche. Avant que le corps lâche aussi. Donc on a une GPEC qui est en train de prendre forme dans ce sens, avec effectivement, comme le disait Maria, les stages d'immersion, les essais, les CDD, sur d'autres types de métiers, et puis pouvoir accompagner après la formation et puis d'autres emplois, que ce soit chez nous ou en extérieur, mais voilà, que ça puisse se dessiner tout au long du parcours professionnel et pas dans l'urgence quand tout va mal, quoi. Merci beaucoup pour ces éléments et ces témoignages. On aurait presque l'impression qu'on parlerait de gestion du risque d'inaptitude et pas de sensibilisation, et en fait pas du tout, parce que communiquer avec vos salariés pendant l'arrêt, c'est de la sensibilisation, et on a tendance un petit peu à l'oublier, et ça on l'entend souvent, quoi. Nous on est beaucoup interpellés, vous l'avez dit, la personne qui a été en arrêt pendant 3 ans et qui arrive au bout des IJ et qui doit dans une semaine reprendre son poste, et bien communiquer avec les salariés pendant l'arrêt, donc quel que soit, je dirais, le moyen choisi. Alors effectivement, le mail, ça peut être une solution, mais tout le monde n'est pas équipé d'internet, tout le monde ne donne pas aussi son email à son employeur, donc le courrier reste encore le moyen le plus évident pour toucher tout le monde, permet de donner de l'information. Et j'ai vu aussi dans la discussion quelqu'un évoquer le téléphone. Il est vrai que ça peut être un moyen utilisé, mais ça dépend aussi de la structure, et le téléphone n'est pas forcément la réponse pour toutes les structures. Le courrier permet de donner la même information à tout le monde de la même manière, sans être intrusif aussi. C'est vrai que le courrier, on se met à disposition du salarié. C'est prendre des nouvelles. Voilà. Voilà. Exactement. Et vous ne le ferez peut-être pas avec tous les salariés de la même manière, tandis que le courrier, vous pouvez l'envoyer à tous. Vous pouvez avoir exactement la même temporalité avec chacun. Donc merci pour tous ces éléments qui sont vraiment très importants, et qui, je pense en tout cas, peuvent être accessibles à toutes les structures, en tout cas, qui veulent se lancer là-dedans. Merci à vous deux en tout cas. Merci. Avec plaisir. Donc nous allons passer à un troisième et dernier témoignage. Donc nous terminons ce tour des établissements avec la Fondation Armée du Salut, qui est composée de 47 établissements situés sur l'ensemble du territoire. L'association est notamment accompagnée par OETH dans la structuration de sa politique handicap. Pour ce témoignage, nous avons la chance d'avoir la présence de Cathy Vera, qui est conseillère technique en ressources humaines et référente handicap au sein de la Fondation. Et nous avons également Anne-Clotilde Debaillon qui travaille sur les mêmes sujets. Je vous propose de vous présenter chacune vos rôles et vos missions, mais aussi les grandes actions mises en place jusqu'à présent. Et nous passerons par quelque chose de très pratique à l'issue de votre présentation, un outil que vous avez mis en place que nous diffuserons.
Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Cathy Vérac et je suis conseillère technique en ressources humaines au siège social de la Fondation de l'Armée du Salut. Donc, comme disait Madame tout à l'heure, non seulement conseillère technique en ressources humaines, mais aussi référente en santé et sécurité au travail et référente handicap. Cette année, la Fondation a donc rédigé sa politique handicap. Nous avons décidé certaines actions basées sur 3 axes: la sensibilisation, le maintien dans l'emploi et aussi le recrutement. Donc, nous commençons déjà par la sensibilisation. Nous avons créé des outils sous format papier, tels que des petits flyers. Non seulement nous avions commencé cette année, mais il y a déjà 2 ans, nous avions des petits flyers, mais nous avons on voudrait donner un petit coup de jeune à notre communication. Donc, nous voulons revoir ces documents papier. Nous avons également mis en place certaines actions comme le petit déjeuner RH, où nous avions réservé, par exemple l'année dernière, ça durait à peu près 45 minutes, 1 heure, différentes actions liées à la situation des travailleurs en situation de handicap. Nous avions fait des petits jeux grâce à la mallette qui nous avait été offerte justement par l'association ETH. Nous avons également une lettre mensuelle ressources humaines qui est adressée au directeur des établissements, puisque nous sommes près de 50 établissements répartis sur le territoire. Et dans cette lettre mensuelle spéciale RH, nous avons une page qui est destinée à toutes les questions santé, sécurité et handicap. Et nous avons utilisé pour la première fois, je crois que c'était en fin de l'année dernière ou en début de cette année, grâce à Anne-Clotilde, ma collègue, un outil qui s'appelle POTOO, si je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est-à-dire que nous avons décidé de faire des MOOC très courts, de 3 minutes maximum, sur un sujet lié au handicap ou alors à d'autres points du domaine des ressources humaines. Et nous avons remarqué que justement cet outil a été très apprécié par les directeurs, puisque le message est bref et aussi pédagogique, ludique, puisque vous allez voir, c'est sous forme un peu de petits dessins animés. Et donc, je travaille avec ma collègue Anne-Clotilde, on travaille à 2 sur ce projet, puisque j'écris les textes, j'enregistre ma voix et Anne-Clotilde, donc, met tout cela en images. Je peux laisser la parole à Anne-Clotilde qui va nous présenter l'outil. Alors, bonjour à tous, donc Anne-Clotilde Debanou. Je travaille également en service ressources humaines donc avec Cathy Vérac. Effectivement, je travaille essentiellement sur tout ce qui est recrutement et puis tout ce qui est communication interne. Et dans la communication interne, du coup, on essaye vraiment d'utiliser beaucoup de supports vidéo. Mais du coup aussi, ce qu'on s'est dit dans le support vidéo, c'était important aussi que ce soit compréhensible pour tous. Donc effectivement, on travaille ensemble sur cet outil qui s'appelle Potoon. Donc c'est un outil qui est accessible en ligne, donc il y a un coût d'environ 1 000 €. C'est une licence qu'on paye, 1 000 € de l'année. Et donc on est plusieurs services à l'utiliser au sein de l'Armée du Salut. Donc on l'utilise avec le service de la communication et de la qualité, ce qui nous permet d'avoir des supports uniformes. Et donc sur cet outil, on peut créer des petites vidéos très courtes pour sensibiliser. Et notamment, donc, on a traité sur différents sujets, sur l'inaptitude, sur les différents types de handicap. Donc, concrètement, comment ça se passe, comme l'expliquait ma collègue, c'est qu'on écrit un script. Donc, en général, Cathy, qui est référente handicap, écrit son script. Elle me l'envoie pour qu'on travaille ensemble sur les différentes thématiques qu'on veut aborder pour synthétiser. Et puis ensuite, elle enregistre ses idées. Donc, c'est assez bien fait parce que c'est une idée de 20 secondes, parce que chaque slide fait 20 secondes. Donc, ça nous oblige à être très synthétique. Et puis, du coup, c'est assez appréciable parce que
voilà, c'est ludique, ça permet de faire des choses un peu plus rigolotes et puis voilà, d'attirer l'attention sur des sujets, comme vous l'avez dit, qui sont assez sensibles. Et donc voilà, ça prend. Donc au début, il y a une petite prise en main à faire, mais qui est assez simple, c'est assez intuitif. Et du coup, c'est un outil qu'on vous invite voilà, à développer parce que ça nous permet vraiment de faire des super choses et puis de planifier à l'année différentes thématiques. Le nom de l'outil, du coup, c'est Powtoon. Donc, c'est Powt2ON. On le mettra dans la discussion, le nom de l'outil. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vous propose que l'on diffuse votre MOOC à tout le monde pour que vous puissiez voir en image le travail accompli, très intéressant et surtout très riche, accessible à tous. Je laisse donc l'outil se mettre en route et je vous laisse regarder tout ça. Selon l'article 2 de la loi du 11 février 2005, constitue un handicap toute limitation des possibilités d'interaction d'un individu à agir dans son environnement en raison d'une altération physique, mentale, sensorielle, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Quels sont les bénéficiaires de la loi du 11 février 2005 ? Il s'agit des personnes ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les accidentés du travail dont l'incapacité permanente est au moins égale à 10%, les titulaires d'une pension d'invalidité, les titulaires de l'AAH, les titulaires... Alors, il y a eu un petit bug. Je suis... Voilà, est-ce que vous me recevez? Oui, c'est bon. On va essayer de le remettre en route. Selon l'article 2 de la loi du 11 février 2005, constitue un handicap toute limitation des possibilités d'interaction d'un individu à agir dans son environnement en raison d'une altération physique, mentale, sensorielle, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Quels sont les bénéficiaires de la loi du 11 février 2005 ? Il s'agit des personnes ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les accidentés du travail dont l'incapacité permanente est au moins égale à 10%, les titulaires d'une pension d'invalidité, les titulaires de l'AAH, les titulaires d'une carte d'invalidité et les pensionnés de guerre ou assimilés. On distingue le handicap moteur, visuel, auditif, le handicap psychique tel que les névroses ou les dépressions par exemple, le handicap mental lié aux déficiences intellectuelles, les maladies invalidantes et les troubles cognitifs. 8 fois sur 10, le handicap ne se voit pas. Il faut savoir que 85% des handicaps apparaissent à l'âge adulte, suite à des accidents ou des maladies, ou tout simplement dus au vieillissement. Nous pouvons tous être concernés, alors changeons notre regard sur le handicap. Voilà, pour ce second essai, nous avons réussi à vous montrer ce superbe outil qui a été créé donc, par la Fondation Armée du Salut. Je vais vous laisser la parole, Cathy et Anne-Clotilde. Comment vous est venue cette idée de faire un MOOC? Mais souvent, le visuel est souvent plus apprécié et plus compréhensible pour certaines personnes en plus. Et on s'est rendu compte que justement à l'aide de ce premier MOOC,
Au siège, par exemple, nous avons un circuit visuel, c'est-à-dire nous avons deux grands écrans, un au 6e étage et un dans le hall du siège, qui diffusent des informations en interne. Et donc, on a mis ce MOOC, mais bien sûr sans volume. Et on s'est rendu compte qu'il était tout à fait compréhensible par n'importe qui, du fait des images et des messages, des phrases que vous voyez apparaître, des phrases très très courtes. Et donc, cela nous a justement incité à se dire que tous nos prochains, comment dire, on s'est imposé comme règle justement de se dire que tous nos mots devront être le plus clair possible et devront être compréhensibles même en coupant le volume, comme vous l'avez vu là, et qui puisse être compris par tout le monde. Et c'est Anne-Clotilde qui avait découvert ce logiciel, Anne-Clotilde, donc je ne sais plus trop où tu l'avais vu. Alors moi, c'est un outil que j'avais déjà utilisé dans mes expériences professionnelles antérieures. Et puis, c'est aussi, surtout dans un souci de dématérialisation et dans une démarche aussi un peu de RSE. Donc, tout est un peu englobé. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'en termes de communication, vous voulez être un peu plus digital. Et également, comme l'expliquait Cathy, c'est qu'on a des directeurs et des salariés qui sont très sollicités. Et du coup, en termes de communication, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus ludique. Et on pense que c'est aussi plus attrayant que du version, des dépliants papier. On en avait, hein, on a d'ailleurs toujours important, mais on voit qu'il y a beaucoup moins de vues. Puis en termes d'indicateurs, ça nous permet de voir un petit peu, qui l'a vu, est-ce que c'est apprécié, ça prend moins de temps. Et puis, ça permet de faire une petite série et puis nous, de suivre derrière et de conserver les choses. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est intéressant de voir aussi comment vous avez articulé chacune vos missions dans le déploiement de cet outil. Comment vous avez choisi cette thématique? Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez pensé depuis longtemps et vous n'aviez pas l'outil en face, ou c'est l'outil qui vous a permis de mettre justement ce sujet? Enfin, pour nous, il était logique déjà de commencer par ce thème dans le handicap, déjà présenter qu'est-ce que le handicap, puisque nous nous situons pour l'instant dans une phase de sensibilisation. Et la sensibilisation des salariés, oui, mais elle commence déjà par la manager. Et les managers chez nous, ce sont les directeurs d'établissement, les directeurs adjoints et les chefs de service, par exemple. Donc, il était logique déjà de bien définir ce que nous entendions afin qu'il y ait un message qui fasse corps au sein de toute la fondation de qu'est-ce que le handicap. Et puis, ce qui est assez important aussi, c'est que bon, là, comme vous en avez vu un, vous n'avez peut-être pas forcément fait le lien, c'est qu'on crée, en fait, dans notre service, on a chacun une spécificité et donc, du coup, on a chacun notre avatar pour ces MOOC. Donc là, l'avatar qui a été créé, donc la personne qui parle, déjà, c'est réellement Cathy. Et puis, son personnage lui ressemble. On essaie de, voilà. Donc, et pour les gens qu'on ne voit pas forcément, parce que c'est pareil, on a quand même 2500 salariés qui sont répartis sur toute la France. Et donc, du coup, pour eux, ça leur permet aussi de s'identifier à quelqu'un. Ils savent que quand ils voient ce personnage-là dans le MOOC, ils savent que le sujet, c'est le handicap. Et il y a un côté un peu attachant aussi au sujet. Il y a un côté dédramatisant et ludique, en fait, grâce au MOOC, moi, je trouve. Et c'est peut-être la raison de ce format, en tout cas. Une des raisons. Et comment ce projet a-t-il été financé? Est-ce que c'est un outil qui a de l'intérêt pour uniquement votre service, ou est-ce que d'autres services pourraient s'en saisir? Oui, justement, il y a deux autres services, le service qualité et le service communication. Comme ça, on divise au moins les coûts. Et là aussi, le service qualité qu'il a utilisé là, il n'y a pas très longtemps, et donc qui est aussi, nous avons donné en quelque part envie aux autres services de se l'approprier. C'est notre petite agence de communication à nous, du coup. Oui.
Mais c'est bien parce que vous avez vraiment essayé de trouver d'autres moyens qui vous parlent et en plus, vous avez rendu euh, le projet accessible et c'est ça qui est vraiment, je trouve que c'est un vrai pari gagné, ce MOOC, en tout cas, on vous l'a déjà dit. Et, euh, et comment il est utilisé cet outil? Est-ce qu'il est destiné à un public en particulier? Est-ce que vous le diffusez à tous? Comment ça fonctionne au niveau, puisque vous êtes répartis sur tout le territoire, comment on s'en saisit de cet outil? Alors, cet outil, du coup, dans nos services RH, du coup, c'est moi qui l'utilise. Je ne sais pas si c'était votre question, qui l'utilise, c'est ça? Oui, comment vous le Oui. déployez en fait? Comment les salariés de la structure s'en saisissent? Alors, on a un identifiant et donc, du coup, dans chaque service, il y a un référent, du coup, pour cet outil. Et après, donc, c'est vraiment centralisé au siège. Les autres n'utilisent pas cet outil. Après, il peut y avoir des demandes de la part des établissements de communication. Et donc, du coup, nous, on peut leur produire justement des MOOC. Donc, si par exemple, demain, on a un établissement qui contacte, par exemple, Cathy sur un sujet particulier sur le handicap, parce qu'il y a une situation et qu'elle voudrait sensibiliser sur quelque chose, elle peut nous faire la demande comme si, voilà, nous, on était un peu une agence de communication pour eux, pour pouvoir leur simplifier leur support de communication. Donc, c'est de cette D'accord, manière qu'ils peuvent s'en saisir. d'accord. Voilà, et nous envoyons donc ces MOOC par mail au directeur d'établissement et on les met aussi à disposition dans un intranet, aussi bien à disposition des directeurs d'établissement qu'aux salariés. Parfait. Je vois que ça rejoint une question qui a été mise sur le chat. Est-ce qu'il est sur votre intranet? Donc, c'est ce que vous venez de dire. Donc, il est à disposition de tous les salariés. Est-ce que vous avez eu des retours des directeurs d'établissement aux salariés, savoir comment eux s'en saisissent de celui-ci en particulier? Des retours, oui, très positifs. Et nous demandons aux directeurs d'établissement, justement, lors de leur réunion du personnel ou lors de campagnes spéciales que nous mettrons en place à partir de l'an prochain, de les diffuser aussi auprès de leurs salariés. C'est-à-dire que il ne faut pas se contenter de le mettre sur l'intranet en se disant ben, les gens, c'est là, ils n'auront qu'à les visualiser. Non, justement, il va falloir que les directeurs s'en saisissent pour, à leur tour, lors de réunions internes, qu'ils puissent les diffuser en direct. Et ce qu'on veut faire aussi, c'est à chaque fois qu'il y a un MOOC, de mettre en parallèle, quelques jours après, les points forts sous forme de petits flyers pour qu'il puisse y avoir une continuité, puisque si certains salariés n'ont pas accès à un poste informatique, au moins ils ont comment dire, un petit flyer en main qu'ils peuvent consulter à tout moment. Très bien. Et ça, c'est important parce que vous avez parlé de tous les outils que vous utilisez et en fait, vous essayez de les rattacher au maximum les uns aux autres. Et c'est là aussi où c'est important de ne pas avoir un outil qui est un peu un coup d'épée dans l'eau, où on en fait, je dirais, tout un grand événement et que derrière, on ne donne pas de suite. Et c'est vraiment ce que vous dites, hein, Cathy, c'est de rattacher ce MOOC et d'en faire une suite, en fait, pour pas que le sujet se perde et se délite dans le temps. Et c'est là où aussi nous, on est toujours quand on a toujours ce discours-là, c'est de faire plein de petites actions au fil de l'eau permet vraiment de remettre le sujet toujours au goût du jour et de parler de handicap toute l'année avec des moyens différents vont permettre de toucher tous vos salariés. Et je crois que ça, c'est quelque chose que vous tentez vraiment de faire et qui semble bien fonctionner d'ailleurs au sein de votre structure. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, Cathy ou Anne-Clotilde? Ben, pour l'année prochaine, nous sommes en train comment dire, de rédiger un plan d'action pour l'année prochaine, puisque nous avions l'intention d'aller dans les établissements justement pour montrer aux salariés l'existence de la mallette de jeux pédagogiques que nous allons faire au ETH. Bon, on verra, on va s'adapter. Hein. Si on ne peut pas se déplacer, on fera à nous d'être inventifs. Nous avons l'intention de faire aussi, bon, bien sûr, d'autres MOOC, hein, on en a déjà fait d'autres, hein, aussi des podcasts
par exemple, avec des interviews, faire des portraits de salariés en situation de handicap, aussi bien des salariés de la fondation ou autre, ou d'un personnage quelconque qui est en situation de handicap. Enfin, on a plein d'idées et il va falloir que nous travaillions là-dessus pour toutes les appliquer, enfin un grand nombre en tout cas, l'année prochaine en 2021. Vous avez encore des idées plein les tiroirs, en tout cas. Oui, voilà, tout à fait. Très bien. Bon, bah, je vois que l'heure tourne et que nous arrivons en tout cas à la fin de ce webinaire. Je remercie les 3 associations qui ont pris le temps de réaliser ce webinaire, puisque nous avons eu des diverses rencontres avant à distance, bien entendu, pour essayer d'apporter de l'information qui nous semble tout à fait de qualité. En tout cas, ça illustre bien qu'il est possible, mais surtout impératif de parler de handicap au travail, notamment cette période qui est génératrice de divers maux. Pour nous, mettre en lumière la santé et le handicap au travail, c'est un outil pour lutter contre la désinsertion, et c'est vraiment, je trouve, ce qui a été dit dans chacun des témoignages. Ça permet d'anticiper les inaptitudes, de trouver de nouvelles réponses aux restrictions liées notamment à la pénibilité, aux accidents du travail. Sachez qu'OETH, en tout cas, est là pour vous accompagner sur ces sujets. N'hésitez pas à nous solliciter, à solliciter votre conseiller territorial. Merci à tous de vous être rendus disponibles pour ce dernier rendez-vous de l'année qui touche à sa fin. Merci à nos témoins qui ont pris le temps de mettre en place ce webinaire, de nous parler de leurs très bonnes pratiques, de la richesse de leurs actions en faveur du handicap au travail. Nous remercions également Madame Alexandrati, qui n'est pas présente aujourd'hui, qui est adjointe au responsable RH et référente handicap au sein du centre hospitalier de Plouguer-Mével. J'espère que je ne l'écorche pas, et qui nous a également apporté un témoignage qui sera ajouté au document lors de la mise en ligne du replay de ce jour. Bonne journée et belle fête de fin d'année à tous. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Nous n'avons pas encore le thème du prochain webinaire, mais nous reviendrons très vite vers vous. Merci également à Marie-Laure qui est en coulisses, Marie-Laure Mispelter. Sans elle, nous ne serions pas là pour ce webinaire. Merci beaucoup et à très bientôt tout le monde. Merci.